Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de petites vidéos sur l'orgue. Vous savez que je suis passionné par cet instrument depuis mon plus jeune âge et j'ai choisi de vous faire donc une série de vidéos sur le roi des instruments, l'orgue. A-t-on réfléchi que de tous les instruments de musique, l'orgue est le seul à présenter un côté utilitaire? Depuis 10 siècles, il fut d'église. Il est à croire qu'avant l'ère chrétienne et durant le très haut Moyen Âge, il ne servait pas encore à l'embellissement des cultes. De nos jours, en revanche, il reste par excellence l'instrument religieux. Pourquoi l'Église a-t-elle capté l'orgue à son profit? Pourquoi n'a-t-elle pas fait choix du clavicorde, du clavecin moins coûteux, des violons, des flûtes ou des cuivres moins encombrants? À travers 10 siècles, la destination de l'or demeure immuable. Il lui faut d'une part accompagner la voix, de l'autre participer en soliste à l'instrumentation d'un office, et par là même remplir autant que faire se peut un édifice. Pour soutenir un chœur, l'instrument à vent est apparu comme nécessaire. Le tuyau assure la continuité du son comme le souffle de l'homme assure celle de sa voix. De même que l'être humain, l'orgue possède ses poumons. Il respire comme nous et une alimentation suffisante en air est un garant de son bon état de marche. Le violon eût-il pu suivre, doubler la voix avec une égale continuité? N'est-il pas soumis à l'archet qui, à chaque instant, vient briser la sonorité? L'instrument à vent, bois ou cuivre, eût-il suffi à étoffer un chœur? L'instrument d'harmonie, à cordes et à clavier, eût-il assuré aux masses vocales cette assise qui doit les guider en permanence? Et oui, on a une simple construction. L'orgue paraît seul susceptible de s'imposer en commutateur d'un texte. Seul il est créateur d'ambiance, tant par la puissance que par la diversité de ses sons. Comme tout édifice destiné à la réunion des hommes, les lieux de prière sont vastes, et cette vastivité exige de qui veut la remplir un organe dont les virtualités sonores soient en rapport avec la surface et le volume du monument. Bien plus, et puisqu'un rôle de soliste est de très bonne heure imparti à cette source musicale, elle doit, par la variété de ses timbres, pouvoir traduire tous les sentiments de l'être qui prie, depuis le désespoir jusqu'à l'exaltation. D'où ce paradoxe qui affecte l'orgue. En principe, il tend à servir une musique pure, détachée de toute contingence humaine. En pratique, son existence répond à une fin propre et son concours n'est point désintéressé. On ne sache pas que le violon, le piano aient joué dans la vie sociale un rôle semblable à celui de l'orgue. Un caractère sacré s'attache au tuyau, qui en éloigne parfois main d'amateurs de musique désireux de ne point confondre musique et religion. Mais la musique n'est-elle pas elle-même une religion? Interprète et illustrateur de la musique, de la liturgie, l'orgue devrait à l'Église recevoir toujours la même place. Et il n'en est rien. Et l'architecture, le facteur d'orgue, le représentant du culte, n'ont pas toujours réussi à s'entendre sur ce point. L'architecte tient à ne pas déparer l'édifice dont il est l'auteur et dont il a la garde. Il a construit l'Église, il n'a point toujours prévu d'orgue. Au dernier instant,
il lui assignera tel local qu'il juge apte à la réception d'un instrument de musique. S'il veille sur un instrument historique, il lui faut avant tout conserver, c'est-à-dire au point innover. L'orgue est-il ici mal situé? On ne saurait envisager son changement. Faut-il en une cathédrale classée introduire notre boîte à musique? On lui fera la part la plus réduite. Telle fut pendant les siècles la règle. Nous devons à la vérité de dire que les choses ont quelque peu changé depuis 60 ans. Sous la bienfaisante action du ministère des Monuments historiques, nos architectes utilisent à une fin décorative ces façades argentées dont les lignes parallèles viennent avec élégance doubler celles des colonnes de pierre. Bien plus la boiserie somptueuse avec ses rocailles, ses draperies, ses têtes d'anges, ses cariotides, apparaît parfois comme inutile aux maîtres contemporains de l'architecture. Stimulés par le merveilleux parti qu'ils peuvent tirer de ces flûtes cylindriques de métal ou ces tubes de bois, nos artistes viennent de rendre à certaines orgues la place d'honneur qu'elles avaient perdue dans le monument ou qu'ils n'y avaient jamais connue. C'est à l'aspect esthétique qui s'attache à son buffet, à sa façade, que l'instrument de musique doit déjà d'avoir ici ou là retrouvé sa faveur. Le point de vue de l'organisé ne correspond pas toujours à celui de l'architecte. Et oui, pourquoi ne pas donner son maximum? L'instrument alors doit sonner à mi-hauteur, entre la voûte et la terre, sur la tribune ou le jubé, situé à même les dalles de la nef ou du chœur. Un orgue ne peut pas prendre toute son ampleur. La tribune sur laquelle il a pris place est-elle trop élevée? Les sonorités viennent se briser contre les voûtes et se perdre. Pas plus il ne s'accommode d'une tribune trop haute, pas plus le facteur ne peut utiliser un jubé, une tribune trop étroite. L'orgue doit respirer librement. En façade, les tuyaux ne seront pas serrés côte à côte. Entre eux, l'air circulera. La logique doit présider à la répartition des tuyaux derrière la montre. Entre chaque clavier, chaque sommier, des plans seront aménagés en élévation. Pour l'autorité religieuse, il faut distinguer deux cas. Si l'Église possède petit et grand orgue, l'un destiné à l'organiste accompagnateur, l'autre en soliste, c'est le premier de ceux-là, certes plus utile pour l'ordonnance des offices, qui retiendra tous les soins des ecclésiastiques. Autant il est nécessaire de posséder à portée de cœur un instrument en permanence, en état de marche, susceptible de soutenir la maîtrise, ou la communauté des fidèles, autant il paraît inopportun de se montrer exigeant pour un grand orgue dont l'interprétation ne présente aucun caractère d'obligation en cours de l'office. Si l'Église n'est riche que d'un seul instrument, son emplacement, sa composition, mérite ample réflexion, et le curé de la paroisse ne se privera pas de présenter au facteur autant qu'à l'architecte ses desiderata. Quelle est donc la meilleure place à donner à l'orgue en un édifice religieux? S'agit-il d'un orgue de chœur? On le doit rencontrer, comme son nom l'indique, sur l'un des côtés ou au fond du chœur. Il apparaît entre les deux piliers d'une travée au rez-de-chaussée et parfois s'élève en hauteur jusqu'à l'étage du triforium. Comme lieu de réception de l'instrument, la chapelle rayonnante qui ouvre sur le déambulatoire doit être évitée. Dans les édifices de dimension réduite, vous apercevez parfois l'orgue sur une tribune de fond de l'un des bras du transept. Position discutable puisque, loin du chœur, le maître de chapelle n'est pas là à même
de suivre l'office du visu. S'agit-il d'un grand orgue? Nos ancêtres avaient coutume de lui réserver 3 emplacements. Précisons que les 2 premiers le faisaient assimiler aisément à l'instrument accompagnateur dont il vient d'être question. Nombreuses pourtant les grandes orgues juchées sur un jubé à l'entrée du chœur. Elles viennent alors clore celui-ci et leur sonorité s'épanouit sans obstacle dans les 4 bras de la croix. C'est souvent en Hollande et en Grande-Bretagne, ou sur une haute tribune au fond du transept, on peut objecter qu'ainsi dissimulé à la vue des fidèles, il se révèle difficilement à leur ouïe, puisque le son doit accomplir un angle de 45 degrés pour se refléter dans la nef, ce qui n'est pas sans lui faire perdre partie de son intensité. C'est le cas de Reims, de Tours et du Mans. En certains monuments, c'est contre la paroi occidentale de tels bras de transept que l'orgue a été plaqué, par exemple à la cathédrale de Metz. Entre autres, il apparaît semblable à un gigantesque nid d'hirondelle, littéralement accroché à l'étage du triforium de la nef principale. Il s'étale en largeur comme à Chartres et recouvre de ses ailes déployées plusieurs fenêtres hautes de l'édifice. Ailleurs, c'est au-dessus du chœur, au fond de l'abside, qu'il a trouvé sa place, par exemple à la chapelle du château de Versailles, à Saint-Putain-de-Lyon et à Saint-Pons. Mais voici la situation privilégiée, impartie à l'orgue, celle qui a pour elle la tradition et le bon sens, au fond de la grande nef et au revers du mur occidental à mi-hauteur entre dalle et voûte. L'instrument diffuse dans tout l'édifice des sons destinés à projeter comme une immense et invisible enveloppe, nuages colorés qui s'épandent par grandes nappes, circulant sous les voûtes majeures comme sous les voûtes des bas-côtés, et apportant à tous, serviteurs du culte et des fidèles, la même atmosphère, la même température, celle-là seule que la partie pourra donner l'instrument situé à l'origine du monument et dès lors susceptible d'en faire vibrer à chaque instant toutes les cellules. Au fond de la maîtresse nef, l'orgue n'exerce-t-il pas comme un mystérieux envoûtement sur l'édifice dont il est l'âme? Depuis 2 siècles, l'orgue est apparu dans les salles de concert. Depuis un siècle, il orne parfois le salon de musique d'un particulier. S'il trouve à s'épanouir librement, en ce dernier cas, l'orgue rencontre de sérieux concurrents dans les salles de spectacle où il est ici loin de trôner en maître. L'architecte, comme le directeur du théâtre ou l'organisateur de concerts, se méfie du personnage omnipotent qui vient encombrer la scène. Il n'hésite pas à la reléguer à la cave ou au grenier. Il cherche parfois à en dissimuler tout ou partie. Il en répartisse les organes à l'étage des avant-loges. Ils en bouleversent ainsi le plan, ils en détruisent l'équilibre. Ici, l'orgue se fait entendre trop haut, là, il ne porte pas. La seule conception logique n'avait-elle pas été réalisée au Palais de Chaillot en 1938, où l'orgue, avec ses 75 tonnes, était remisé dans sa gaine lorsqu'il avait fini de servir. Il en était extrait et tiré sur le plateau de scène s'il devait parler en soliste. En revanche, dans la grande salle de concert de la nouvelle maison de la radio à Paris, l'orgue électrique avec ses 96 jeux reste fixe dans son grand buffet cintré. La prochaine fois, nous parlerons de la facture et des facteurs avec les principaux organes
Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement.